Je me présente Céline Garcia, cofondatrice du réseau DM Expert. Voici une nouvelle vidéo de DM Expert qui exceptionnellement durera un peu plus de 15 minutes. Le thème de ma présentation est le suivant: aptitude à l'utilisation selon la norme EN 62366. Aptitude à l'utilisation selon la norme EN 62366. Dans cette présentation, nous verrons tout d'abord en introduction les différentes définitions qui s'appliquent dans cette norme, puis les étapes clés du processus d'aptitude à l'utilisation avant de conclure. La norme 62366 s'applique notamment dans le cadre de la directive 93/42 et de ses amendements. Il y a une exigence essentielle dans cette directive qui définit qu'il faut réduire, dans toute la mesure du possible, le risque d'une erreur d'utilisation due aux caractéristiques ergonomiques du dispositif et à l'environnement dans lequel le dispositif doit être utilisé. Cette norme étant harmonisée par rapport à cette directive, elle nous donne une présomption de conformité et peut donc faciliter l'obtention du marquage CE des dispositifs médicaux. Quelques exemples pour débuter de cas de matériovigilance qui viennent d'une source de la FDA. Le cas 1 concerne une infirmière qui a connecté une sonde d'alimentation sur un tube de drainage abdominal. Le patient est mort et l'infirmière a précisé que la pièce était sombre et que les deux embouts se ressemblaient. Cas 2, un patient ayant besoin d'une ventilation mécanique a également une sonde nasogastrique en place et après être transporté dans un autre service, l'oxygène a été connecté sur la sonde nasogastrique, entraînant une perforation gastrique. Donc ces exemples sont des cas réels. Nous allons voir que la norme 62366 peut apporter des solutions sur des cas de matériovigilance tels que ceux précédemment cités. Tout d'abord, nous aurions pu avoir des étiquettes de couleurs différentes afin de préciser le but de chaque sonde. Une autre solution de conception aurait pu être un étiquetage avec la destination de la sonde. Il est important de comprendre que l'aptitude à l'utilisation concerne 3 critères: l'efficacité, l'efficience et la satisfaction avec laquelle les utilisateurs indiqués atteignent les buts indiqués dans des environnements particuliers. L'efficacité, premièrement, concerne l'exactitude et la perfection avec laquelle des utilisateurs prévus peuvent atteindre les objectifs prévus, dans un environnement bien sûr particulier. L'efficience concerne les ressources qui sont dépensées par rapport à l'exactitude et à la perfection. Et la satisfaction concerne le confort ressenti par les utilisateurs et les autres personnes impliquées. Ces 3 critères doivent être atteints pour définir une bonne aptitude à l'utilisation d'un dispositif. Il est également très important de comprendre que ce processus d'aptitude à l'utilisation doit aborder les interactions de l'utilisateur avec le dispositif médical, conformément aux documents d'accompagnement, durant tout le cycle de vie du produit, c'est-à-dire par exemple durant le transport, le stockage, l'installation, le fonctionnement, la maintenance et la réparation et l'élimination. Aucune des phases du cycle de vie du produit ne doit être oubliée. La notion d'interface utilisateur est définie dans cette norme. Une interface est un moyen permettant une interaction entre l'utilisateur et un dispositif médical. Une interface peut être juste une manipulation manuelle du dispositif, ou juste une poignée, un marquage, un document d'accompagnement, donc une notice, des voyants lumineux, un affichage vidéo, des boutons poussoirs, un écran tactile, des signaux d'information sonores et visuels, des signaux d'alarme, ou encore un clavier et une souris. Les interfaces sont donc multiples dans les dispositifs médicaux. Même les dispositifs médicaux les plus simples ont une interface. Cette norme est donc applicable à tous les dispositifs médicaux. Nous allons voir les étapes clés du processus d'aptitude à l'utilisation.
Les étapes clés du processus sont les suivantes. La définition des spécifications d'application, la définition des fonctions fréquemment utilisées, la réalisation de l'analyse des risques, la définition des spécifications d'aptitude à l'utilisation et du plan de validation, la conception et la mise en application de l'interface utilisateur, et enfin la vérification et la validation de cette interface. Tout d'abord, les spécifications d'application. Nous devons définir ces spécifications. Elles incluent l'indication médicale prévue, la population de patients prévus, avec leur âge, leur poids, leur santé générale, leur état, la partie du corps ou du type du tissu visé, pour bien définir l'interaction avec le dispositif médical, le profil de l'utilisateur visé, par exemple chirurgien, infirmier, les conditions d'utilisation prévues, dans quel environnement on va utiliser ce dispositif, la fréquence, l'emplacement, la mobilité, le principe de fonctionnement également. Les spécifications d'application concernent aussi les utilisateurs du dispositif qui doivent être bien définis. On doit identifier des utilisateurs finaux du dispositif, le niveau de formation que ces utilisateurs auront ou recevront, et leurs caractéristiques, par exemple leur capacité fonctionnelle, leur comportement, tout ce qui pourrait avoir un impact sur l'utilisation sûre et efficace du dispositif. Les caractéristiques d'utilisateur peuvent être détaillées avec la taille physique, la force, l'endurance, la dextérité, la flexibilité, la coordination, les capacités sensorielles des utilisateurs, les capacités cognitives, y compris la mémoire, l'alphabétisation et les compétences linguistiques par exemple. Nous pourrons aussi définir l'état de santé général des utilisateurs, l'état mental et émotionnel, la connaissance générale des dispositifs semblables par les utilisateurs, la connaissance et l'expérience avec le dispositif en particulier, et enfin la capacité d'apprendre et de s'adapter à un nouveau dispositif. Les spécifications d'application concernent aussi l'environnement d'utilisation du dispositif qui doit être précisément décrit. Par exemple, l'utilisation va-t-elle être à l'hôpital, à la suite d'une chirurgie, à la maison, lors de secours, une utilisation publique? Y aura-t-il un environnement spécial, par exemple en transport d'urgence, lors d'un accident, en isolement stérile, en service de soins intensifs? Y a-t-il besoin d'interopérabilité avec d'autres dispositifs? Et ce dispositif sera-t-il utilisé dans des environnements différents, comme l'espace, par exemple qui peut être encombré, l'éclairage, les niveaux sonores ou encore l'activité autour du dispositif? Nous pouvons voir ici quelques exemples de dangers environnementaux qui peuvent être rencontrés en environnement clinique. On peut avoir des chambres encombrées rendant difficile la manœuvre dans l'espace, un niveau d'éclairage bas qui peut rendre difficile le visuel des affichages du dispositif ou des contrôles, un niveau sonore très haut rendant difficile l'écoute du retour d'information du dispositif et rendant inaudibles des alertes par exemple, ou encore une pièce occupée par d'autres personnes et par des activités qui pourraient fournir des distractions qui peuvent perturber l'utilisateur. En environnement non clinique, il y a encore plus de dangers qui peuvent être liés à l'environnement. Par exemple, des tapis, des escaliers qui peuvent rendre difficile le déplacement des dispositifs médicaux, un environnement qui peut être non propre, une température qui peut être très élevée causant une surchauffe de certains dispositifs, ou une température très basse, une humidité très élevée qui peut entraîner de la condensation, de l'électricité statique si l'humidité est très basse, des utilisateurs non autorisés comme des enfants ou encore des animaux. Les risques sont donc multiples, en environnement clinique et encore plus en environnement non clinique. Une fois l'environnement et les spécifications d'application complètement décrites, nous devons définir les fonctions fréquemment utilisées.
Le fabricant doit déterminer ces fonctions et les enregistrer dans le dossier d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation. Alors ces fonctions sont très importantes car si on arrive à avoir une bonne aptitude à l'utilisation sur ces fonctions fréquemment utilisées, statistiquement la probabilité d'erreur d'utilisation sera moins importante. L'analyse de risque est la troisième étape du processus. En fonction de tout ce que l'on a vu juste avant, nous devons définir tous les risques connus ou prévisibles et toutes les situations dangereuses qui peuvent arriver avec l'utilisation de notre dispositif tout au long du cycle de vie du dispositif. Pour cela, nous utilisons la norme 14971, version 2012. Cette identification des risques et des dangers doit prendre en compte les patients, mais aussi, bien sûr, les utilisateurs et les tiers. Et nous devons estimer la gravité de tous les dommages qui en résultent. Au cours de l'identification de ces dangers, nous devons bien prendre en compte les spécifications d'application, y compris les profils utilisateurs. Toutes les informations sur les dangers et les situations dangereuses connues que nous avons pour toutes les interfaces qui sont déjà existantes ou similaires. Vous pouvez par exemple rechercher tous les événements indésirables d'utilisation sur des bases de données d'événements indésirables. Nous devons bien utiliser les scénarios d'utilisation préliminaires. Il est donc indispensable de travailler avec des équipes qui connaissent bien l'application du dispositif. Nous devons analyser les erreurs d'utilisation possibles. Et enfin, nous pouvons intégrer dans cette phase les résultats de l'examen de l'interface utilisateur qui peuvent être faits par des groupes d'experts ou des analyses heuristiques, qui sont des experts en ergonomie. Nous pouvons citer quelques exemples d'erreurs d'utilisation. Première erreur, l'utilisateur ne détecte pas une augmentation dangereuse de la fréquence cardiaque, car la limite d'alarme a été réglée par erreur sur une valeur trop élevée, et l'utilisateur se repose trop sur le système d'alarme. Il ne voit donc pas qu'il y a une alarme qui est en cours d'activation. Ça, c'est une erreur réelle qui est fréquente. Autre problème, les problèmes d'unité qui sont des problèmes fréquents en aptitude. Par exemple, sur un lecteur de glycémie, une mauvaise interprétation du résultat due à un problème d'affichage de l'unité. Une fois le travail d'analyse des risques terminé, nous devrons décrire les spécifications d'aptitude à l'utilisation et le plan de validation. Alors, les spécifications d'aptitude à l'utilisation décrivent les scénarios liés aux fonctions principales de service, c'est-à-dire les scénarios d'utilisation qui sont fréquents et les scénarios d'utilisation des cas les plus défavorables que l'on peut prévoir. À partir de ces cas de scénarios, nous aurons des exigences d'interface utilisateur qui seront définies afin de réduire les risques que l'on a détectés durant notre analyse des risques. Alors, voici quelques exemples de spécifications d'aptitude à l'utilisation qui vont nous permettre de faire nos tests de validation. Entouré en rose, vous voyez que sur un dispositif de commande, on demande que les boutons des panneaux de commande soient des carrés de 1,5 cm de côté, disposés à un espacement de 2 cm centre à centre, et que le clavier soit réglable en hauteur entre 945 mm et 1190 mm. Vous remarquez dans ces exemples de spécifications que ce sont des choses très précises et surtout testables. À partir de ces spécifications d'aptitude, des objectifs pourront être déployés durant les tests de validation. On peut avoir des objectifs qui soient justement objectifs et des objectifs plus subjectifs. Dans le premier cas, entouré en rose, un exemple d'objectif est que 80% des utilisateurs doivent étalonner avec succès le dispositif médical dans les 5 minutes à la première tentative. Cela signifie que si ce test n'est pas réussi, la validation sera échouée. Après la mise en place des spécifications d'aptitude à l'utilisation et du plan de validation, on passe à la mise en œuvre des spécifications. Durant cette mise en œuvre, des règles et des principes peuvent également être utilisés.
Par exemple, le principe du 7 plus ou moins 2, qui signifie que la mémoire humaine à court terme peut retenir uniquement 5 à 9 choses à la fois. C'est un argument pour limiter le nombre d'options à 7 dans un menu de navigation. Une autre règle, la règle des 2 secondes, qui signifie qu'un utilisateur ne devrait pas avoir besoin d'attendre plus de 2 secondes pour certains types de réponses système, comme par exemple un changement de fenêtre. Ou encore la règle des 3 clics, qui signifie que les utilisateurs cessent d'utiliser une application s'ils ne sont pas capables de trouver l'information ou d'accéder à une caractéristique en moins de 3 clics de souris. Une fois l'implémentation réalisée, nous passons à la vérification de ces interfaces et à leur validation. L'objectif d'un test de validation est de démontrer que les utilisateurs prévus peuvent effectuer sûrement et efficacement des tâches critiques pour les utilisations prévues dans les environnements d'utilisation prévus. Après avoir vu cette définition, il est important de comprendre que durant un test de validation, nous devons absolument avoir une version de production du dispositif. Nous devons aussi avoir des utilisateurs de dispositifs qui soient représentatifs de la réalité. Et lors de ces tests, un usage réel ou simulé, mais dans un environnement d'un réalisme approprié, pourra être fait. Il faudra aborder tous les aspects d'usage prévus dans nos scénarios. Il faut bien sûr incorporer les facteurs environnementaux dans les environnements de test. Si nous avons prévu que l'utilisation du dispositif soit faite dans un faible éclairage, il faudra alors avoir un faible éclairage, par exemple, durant les tests. La même chose est demandée pour les conditions d'alarme multiples, les distractions, les tâches multiples ou répétitives. Il ne faudra pas réaliser d'indications aux testeurs ni de coaching, pas de louanges ou de critiques de la part des animateurs ou des modérateurs des tests. En conclusion, nous pouvons dire que l'aptitude à l'utilisation est un processus. Il doit donc être intégré dans le système de management de la qualité de l'entreprise. Il est itératif pour toutes les conceptions et les modifications. De plus, il est interfacé avec le processus de gestion des risques. Cette norme n'impose pas de méthode particulière. Il est cependant conseillé d'avoir un dossier maître d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation par gamme de produits. Les avantages de l'optimisation de la conception des dispositifs à travers cette norme s'étendent au-delà de l'amélioration de la sécurité. Si vous appliquez cette norme, cela réduit le besoin de modification et de mise à jour coûteuses après l'introduction sur le marché, et cela offre des avantages compétitifs, car notamment les utilisateurs auront un confort d'utilisation plus important avec votre dispositif. De plus, avec une hausse de la sécurité, la probabilité des dépenses engagées avec les rappels de produits ou de fiabilité est réduite. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@dm-expert.fr. Et pour être informé des futures mises en ligne des vidéos de DM Expert, abonnez-vous gratuitement au flash de DM Expert sur le site www.dm-expert.fr. Merci pour votre attention.